Bienvenue dans Road to OBM où l'on aide les online business managers à simplifier, structurer et développer leur business et celui de leurs clients. Moi c'est Céline. Et moi c'est Sam. Rejoins-nous chaque semaine si toi aussi tu veux être reconnu pour ton expertise, rémunéré à ta juste valeur et t'épanouir en tant qu'OBM. Quels sont les 3 systèmes indispensables pour une OBM ? J'ai envie de te dire que c'est les mêmes 3 systèmes indispensables que pour la plupart des business de services et de conseil. Donc il faut un système pour générer des opportunités, un système pour convertir ces opportunités en clients, et puis un système pour délivrer ses services et obtenir des résultats pour ses clients. T'en vois d'autres ? J'en vois plein d'autres, mais si on se contente des systèmes indispensables, ça me semble être bien. Avant qu'on continue, j'aimerais quand même qu'on clarifie qu'est-ce que c'est qu'un système, parce que je sais que voilà, on en parle beaucoup d'entrepreneurs parlent de système sans forcément expliquer ce que c'est. J'aimerais bien qu'on explique un petit peu notre vision de ce qu'est un système. Ouais, la définition d'un système que j'aime bien, c'est qu'un système c'est une méthode pour exécuter une tâche, une activité de la façon la plus stratégique, reproductible et efficace possible. Donc, si on reprend ces 3 termes, stratégique, c'est-à-dire quelque chose qui soit aligné le plus possible avec là où on veut aller, avec l'objectif. Reproductible, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire et refaire encore et encore. Et efficace, c'est avec le moins de gaspillage possible, quoi. En utilisant au mieux toutes les ressources, que ce soit du temps, de l'énergie, des ressources humaines, des outils, de l'argent, etc. Donc voilà, pour moi, la vraie définition, en tout cas celle qui me parle le plus, c'est être capable d'exécuter une tâche, une activité, de la façon la plus stratégique, reproductible et efficace possible. Donc un système, ça peut être soit un simple processus individuel, tout simple, ou un ensemble de processus et de sous-systèmes. Donc par exemple, là, le setup qu'on a galéré à mettre en place pour cet épisode, eh bien, c'est un système, parce que maintenant qu'on a trouvé comment ça marche, on va faire en sorte qu'il soit le plus reproductible et efficace possible. Donc ça, c'est un sous-système, mais ça fait partie d'un système plus global, qui est bien un système final de contenu, et puis un système encore plus global de marketing pour attirer des clients, et tout ça fait partie d'un système encore plus global qui est notre business, puisque de façon plus générale, un business en soi, ça doit être un système, c'est un système qui est composé de plein de sous-systèmes, et c'est pour ça que tout ce qu'on fait dans le business doit être un système, tout simplement. Donc tu un script de vente, ouais. Vas-y. Tu dis doit être un business. Non, un système ou un business. Un business, un système, pardon. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, on se rend pas compte, mais on exécute tous des systèmes au quotidien, dans notre business, dans notre vie perso, sans s'en rendre compte qu'en fait, ce sont des systèmes. Mais toutes les petites choses qu'on fait de façon régulière, que ce soit de façon hebdomadaire, de façon quotidienne, mensuelle, peu importe, la temporalité, ce sont des systèmes. Pour donner un exemple de la vie perso, on a tous plus ou moins une routine du matin ou du soir ou peu importe quel moment de la journée, même si on s'en rend pas compte. On exécute des tâches, on se réveille, on va se brosser les dents, on prend sa douche, etc. Ça, en fait, c'est un système. Et la façon dont on va exécuter ce système va apporter un résultat. Donc, soit il est bon, on en est satisfait, soit on n'en est pas satisfait, on va vouloir l'optimiser pour obtenir un résultat différent, soit il est mauvais. Enfin, en tout cas, on fait quelque chose dans un certain ordre et on obtient au bout du bout un résultat. Ouais, et c'est pour ça qu'effectivement tout est un système. Et ce qui est important à préciser, je pense, c'est que c'est pas parce qu'il y a un système que c'est un bon système. Donc si on repart de ce que tu viens de dire toi, que au final on a déjà plein de systèmes autour de nous, les habitudes, les routines, les algorithmes qu'on peut avoir dans notre vie, les façons de fonctionner, c'est déjà des systèmes. Et c'est là que je pense que aujourd'hui en particulier, on utilise ce mot système à outrance dans le business, alors que en fin de compte, quand on parle de système, ce dont on parle vraiment, c'est de bons systèmes. C'est de systèmes qui soient stratégiques, reproductibles et efficaces. Puisque aujourd'hui, tout le monde a déjà des systèmes dans sa façon de fonctionner. Et je pense qu'on
on se rend compte vraiment de la nécessité d'avoir des bons systèmes. Et je pense que le test de savoir si on a des bons systèmes ou non, il se fait à partir du moment où ces systèmes-là, on commence à essayer de les faire tourner par quelqu'un d'autre que nous. Ouais. Dans le business, en tout cas, je parle. Et c'est pour ça que c'est important lorsqu'on délègue, en particulier, d'avoir cette approche systématique, puisque ce qu'on va vouloir déléguer, c'est pas l'activité, la tâche en elle-même, mais c'est plutôt le système qui permet d'exécuter la tâche et l'activité. Donc si nous-mêmes aujourd'hui on se rend pas compte qu'on est en train, au final, dans la façon dont on fonctionne, d'utiliser un système, parce que tout simplement ce système en réalité il est dans nos têtes, c'est ça. Eh bien, on va se tromper quand on essaye quand on va faire en sorte de déléguer la tâche, alors qu'en réalité on veut déléguer le système. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans OBM Squad, à nos clientes en particulier, on leur montre que lorsqu'elles veulent faire en sorte que leurs clients leur délèguent des choses, mais qu'elles aussi elles vont vouloir déléguer des choses à d'autres personnes, eh bien on repart toujours de l'existant et de ce que le client fait aujourd'hui, par exemple, puisque c'est déjà un système, et nous, ce qu'on veut derrière, c'est l'optimiser, ce système, pour pouvoir, et surtout le sortir de sa tête, pour pouvoir ensuite le déléguer et déléguer le système, et pas simplement la tâche ou l'activité. C'est pour ça que là-dessus, c'est très très important de comprendre ce qu'est un système, et de prendre conscience qu'au quotidien, on a tous des systèmes. Un script de vente, c'est un système. La façon dont on paye ses salariés, c'est un système. La gestion de la paye, c'est un système. La façon dont on planifie ses trimestres, ses mois, ses semaines, c'est des systèmes. La façon dont on onboard un nouveau client, c'est un système. La façon dont on rédige un article de blog, c'est un système. Créer une vidéo YouTube, on enregistre un podcast, bref. Tout dans le business doit être un système. C'est un système, ouais. Mais en réalité, quand on parle de système, ce qu'on veut dire, c'est un système qui soit processé, documenté et délégable. Parce que un système tout seul, si tu l'as dans ta tête, eh ben il va pas être stratégique, reproductible et efficace. Voilà un peu pour la définition, en tout cas notre vision de ce qu'est un système. Et je pense que ça va aider pas mal de personnes à mettre des mots sur qu'est-ce qu'un système, et parce que c'est vrai que ce mot-là, tout le monde commence à l'employer à tire-larigot, et je pense que c'est bien de clarifier ça. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, j'aimerais bien qu'on reprenne les 3 systèmes du coup indispensables et qu'on explique un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc si on reprend le premier système, qui est finalement un système de marketing, un système pour générer des opportunités, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Eh bien, ouais, comme tu l'as dit, c'est le système marketing pour générer des opportunités, pour attirer des clients, pour générer des contacts, pour se faire connaître et se faire voir de clients potentiels. Donc là, nous, on aime bien voir cette partie-là sous 2 axes. Le premier, c'est ce qu'on appelle le marketing court terme, c'est-à-dire ce qui va nous permettre de générer ces opportunités justement immédiatement, parce que bien souvent, pour la plupart en tout cas, surtout au début, quand on se lance, ou quand on fait évoluer son activité, ou quand on crée une nouvelle offre, mais on a besoin de clients maintenant, pas dans 6 mois, pas dans 1 an, pas dans 3 mois. Donc il y a cette notion de temporalité dans le marketing, et en particulier dans ce système qu'on a besoin pour générer des opportunités. Donc c'est pour ça il y a 2 types de systèmes en réalité dans la façon de générer des opportunités. Donc il y a une approche court terme, quand on a besoin de clients maintenant, et une approche long terme, quand on a besoin de clients sur le long terme, mais on va faire en sorte que ce soit les clients qui viennent à nous, plutôt que dans le premier cas, sur une approche plus court terme, c'est nous qui allons vers le client. Et c'est là que je pense que donc pour là le sujet qui nous intéresse, le système indispensable, le premier système indispensable pour une OBM, je pense que c'est un système pour générer des opportunités, mais j'ai envie d'aller plus loin, un système pour générer des opportunités maintenant. Ouais, à court terme. Donc, voilà, un système de marketing court terme. Et donc, qu'on soit clair tout de suite. Un système de marketing court terme. Je pense que tu allais dire la même chose que moi. Ouais. Bah, c'est de la prospection. C'est de la prospection, sauf que bon, on n'utilise pas trop ce mot parce que ça hérisse le poil de pas mal de monde, mais au final, ça reste de la prospection. Puisque la prospection, c'est simplement aller au devant des clients qui nous intéressent et leur montrer qu'on existe. Donc, quand les
les personnes sont les personnes en tout cas qui sont réticentes à la prospection, quand elles comprennent vraiment ce que c'est que la prospection, elles se rendent compte rapidement qu'il y a un problème, parce qu'elles sont réticentes en réalité d'aller d'aller se faire connaître auprès des gens qui ont potentiellement besoin d'elles. Donc ça, c'est un problème. Donc c'est pour ça, nous on utilise la notion de marketing court terme, puisque bien souvent, expliqué différemment, eh bien c'est un peu plus sexy, ça donne un peu plus envie, et donc ça fait moins peur aussi. Ça fait moins peur, et on y va. Donc voilà, là du système dont on parle, c'est vraiment un système de marketing court terme, donc un système pour générer des opportunités immédiatement. Donc ça, c'est vraiment le premier système indispensable pour les OBM, puisque le piège dans lequel il faut pas tomber, c'est justement d'utiliser un système. Alors il y a deux pièges en réalité. Il y a deux pièges. Le premier, et ça on vient d'en parler, c'est qu'il faut pas tomber dans le piège du marketing long terme. Le marketing long terme, donc c'est, pour préciser ce qu'est le marketing long terme, c'est tout marketing de contenu, créer du contenu sur les réseaux sociaux, créer un podcast, créer une chaîne YouTube, créer un média, et voilà, toutes les choses effectivement qui vont faire en sorte que les clients viennent à nous. Ouais, clients viennent à nous et qui finalement vont nécessiter d'activer le pouvoir entre guillemets des effets composés. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a cette notion de temps, il y a des choses qui vont se cumuler, et avec le temps, en fait, on va diffuser sur le marché des choses, du contenu en particulier, qui vont permettre de démontrer notre expertise, pour faire en sorte que ceux qui ont besoin de cette expertise viennent à nous, en fait. Donc, marketing long terme, marketing court terme, c'est aussi ce qu'on peut appeler marketing inbound et marketing outbound, c'est-à-dire, dans un sens, c'est nous qui allons chercher des clients sur le marché, et dans un autre, on fait un certain nombre d'actions à travers notre contenu pour faire en sorte que ce soit les clients qui viennent à nous. Et donc le piège dans lequel il faut pas tomber, c'est quand on a besoin de clients maintenant, de se lancer dans des démarches de marketing long terme. Ça, c'est le premier piège, parce que comme son nom l'indique, ça met du temps. Et donc bien souvent, en plus de ça, comme c'est des systèmes qui mettent du temps à donner des résultats, et vu qu'on a besoin de clients maintenant, eh bien en fait on se lance dans une démarche long terme, et vu que ça apporte pas de résultats tout de suite, on modifie le système, on essaye un autre système ou une autre tactique, et en fait, on tourne en rond. On tourne en rond, on se décourage, on trouve pas de clients, et c'est comme ça que la plupart des gens finissent par abandonner les réseaux sociaux, parce que, et même dans le pire des cas, aller au burn-out, en fait, parce qu'on s'épuise. Ouais, c'est ça. Donc ça, voilà, première erreur à pas commettre. Et donc la deuxième erreur à ne pas commettre, c'est d'arrêter, je pense que je vois où est-ce que tu veux en venir, c'est d'arrêter en fait de faire du marketing court terme quand on a des clients. Prenons l'hypothèse, on n'a plus de clients, nos clients décident d'arrêter avec nous, il faut relancer la machine du marketing court terme, parce qu'il n'y a plus de clients, et même si c'est du marketing court terme, ça met quand même un petit laps de temps avant de retrouver des clients, et donc on finit par faire des montagnes russes, donc j'ai des clients, j'ai plus de clients, j'ai des clients, j'ai plus de clients, j'ai des clients, j'ai plus de clients. C'est le cycle festin-famille. C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on appelle dans la prestation de service et dans le conseil, le cycle festin-famine, en fait. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le piège pour les prestataires de services et donc pour les OBM, c'est lorsqu'on délivre, en fait, on cherche pas de clients et vice-versa. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est d'autant plus important d'avoir des systèmes et qui soient stratégiques, reproductibles et efficaces. Parce que lorsqu'on est en train de délivrer des prestations à un client, bien entendu, on n'a pas le temps d'en chercher de nouveaux. Mais le pire dans le marketing, c'est d'aller essayer de trouver des clients au moment où on en a le plus besoin. Puisque c'est comme ça qu'on se retrouve à prendre le premier client venu et se retrouver avec des clients avec lesquels on n'est pas satisfait, par exemple. Donc, c'est la deuxième erreur à pas commettre, c'est d'attendre d'avoir besoin de clients pour aller en chercher. Et ça, les OBM en particulier, et les assistants virtuels aussi, se mettent souvent dans cette difficulté parce que elles font du marketing, elles cherchent des clients, pourquoi pas, elles vont prospecter, et puis dès qu'elles ont atteint leur objectif et leur capacité maximum en termes de delivery, c'est-à-dire bien souvent entre 2 et 5 clients, ça dépend de ce qu'on fait, 2 et 5 clients récurrents, eh bien tout simplement elles ont plus le temps de faire du marketing, elles ont plus le temps de chercher des clients, et vu qu'elles n'ont pas un vrai système à exécuter qui soit stratégique, reproductible et efficace, eh bien elles arrêtent. Et là, le piège dans lequel elles tombent, c'est qu'elles créent une situation de dépendance, puisque vu que j'ai plus d'opportunités autour de moi, eh bien je me mets moi-même en situation de dépendance par rapport à mes clients existants,
Et le jour où je perds un client, ou un client décide de se débarrasser de moi pour peu importe la raison, eh bien, je retourne dans ce cycle où, voilà, je suis en famine, alors je retourne chercher des clients, alors que le pire moment pour chercher des clients, c'est quand on en a besoin. Donc, le premier système indispensable pour une OBM, c'est d'avoir un système qui permet de générer en permanence des opportunités, même quand on n'a pas besoin, parce que tout simplement, c'est ça qui va nous permettre derrière de choisir ses clients, en fin de compte. Parce que quand on a plein d'opportunités autour de nous, et le jour où il y a un client qui nous embête, ou avec lequel on n'est peu d'accord, ou qui part dans une direction qui nous plaît pas, eh bien, on a d'autres opportunités à saisir, on n'est pas dépendante, et ça nous permet de choisir notre choix, tout simplement. On a le choix, et on a le contrôle. Parce que qui dit système dit aussi contrôle. Ça fait un excellent pont avec le deuxième système, je trouve. Puisque du coup le deuxième système c'est celui qui permet de transformer ces fameuses opportunités en clients. Et je vais te laisser argumenter et dire ce qu'il y a dans ce système, mais je trouve que ça fait un excellent pont puisque on vient de dire ce qui est important c'est aussi de pouvoir choisir ses clients, d'être en position de choisir ses clients. Je te laisse enchaîner, mais c'est l'une des premières étapes du coup de ce deuxième système. Ouais, donc le deuxième système c'est tout simplement un système de vente qui va nous permettre de convertir les opportunités que le marketing aura, donc convertir en clients les opportunités que le marketing aura générées, nous aura aidé à générer. Et c'est là que c'est important à comprendre. Une opportunité, c'est pas forcément un client. Une opportunité, c'est un client potentiel. C'est-à-dire que c'est un client qui potentiellement, au premier abord, coche quelques cases qui nous permettent de dire que c'est un client avec lequel on peut travailler ou pas. Et c'est là que c'est important d'avoir ce deuxième système pour pouvoir justement qualifier cette opportunité et faire en sorte que à la fin de notre parcours de vente, puisque nous, en particulier, on utilise une notion de parcours plutôt que de système, puisque c'est vraiment pour qualifier notre opportunité et à la fin la transformer en client, on doit faire passer cette opportunité à travers de multiples étapes. Et donc là, on a besoin d'un certain nombre de choses pour qualifier cette opportunité. Et c'est ça qui est vraiment important à comprendre. C'est parce que là, on parle de vente. Et je sais que beaucoup d'OBM en particulier ou d'assistantes virtuelles ont des réticences également par rapport à la vente. Mais tout simplement parce qu'elles voient pas la vente comme un parcours où elles également, elles ont le choix de savoir si c'est le bon client ou pas. Puisque comme bien souvent, elles n'ont pas le premier système qu'on a défini, quand elles se retrouvent en face à face avec un client dans le cadre d'un call découverte ou peu importe, eh bien elles sont dans cette situation de besoin. J'ai besoin d'un client. Donc le client qui est en face de moi, quoi qu'il arrive, je vais le prendre si lui il est ok. Donc c'est moi qui me retrouve en position de devoir le convaincre de venir à moi. Tandis que quand j'ai plein d'opportunités, elles ont l'impression de devoir se vendre elles. En plus, mais ça c'est encore un autre. Plus devoir se vendre elles. Ça. Mais je pense que ça fera l'objet d'un. Ça c'est encore un autre sujet. C'est une histoire de posture. Mais là le point, c'est que déjà ce système de vente, il va de pair avec le premier système. Que lorsque tu as plein d'opportunités autour de toi et que ton système de vente consiste à justement qualifier ces opportunités, déjà tu te retrouves pas dans cette phase de besoin lorsque tu te retrouves face à un client. Et ça c'est stratégique, c'est important puisque ça te met dans une meilleure posture lorsque tu te trouves face à un client. Et du coup, ton processus commercial au final, ton parcours de vente, il sert aussi bien à toi pour convertir ton client, mais aussi pour choisir et pour voir si le client il correspond vraiment à un client que tu peux aider et à qui tu vas pouvoir apporter des résultats. Et ça change beaucoup de choses, puisque au final, quand on a ce parcours, à la fin du parcours, eh bien, on a quelqu'un qui a coché tous les critères au fur et à mesure. Nous, on est sûr qu'on peut apporter des résultats à ce client-là. On est sûr que la collaboration, elle va être fructueuse. Et du coup, en fait, on est juste là pour faire en sorte que le client il prenne la bonne décision pour lui. Et on n'est pas là pour lui vendre quoi que ce soit. On n'est pas là pour lui convaincre de quoi que ce soit. Donc ouais, ça c'est vraiment le deuxième système indispensable. Parce que c'est également, et ça c'est un autre point qu'on abordera sans doute dans d'autres épisodes, c'est également on va dire c'est la posture que tu prends durant tout ce parcours de vente qui va déterminer la nature de la relation durant la suite de la collaboration. Donc si tu abordes, ce parcours de vente et ce processus de vente, ce processus commercial avec une posture d'exécutante, avec la mauvaise posture, eh bien, tu vas être perçu de cette façon-là durant toute la suite de la collaboration.
Et bien souvent, l'erreur que font beaucoup d'OBM et d'assistantes virtuelles, c'est d'aborder ces calls et d'aborder ce processus commercial comme si elles abordaient un recrutement pour un job. Et donc elles se mettent tout de suite dans une posture, dans une relation dans une position de subordination de patron salarié en fin de compte. Et donc si pendant cette étape de début de relation, tu te mets dans cette posture, dans cette position de subordination de patron salarié, eh bien, par la suite, la collaboration, elle ressemblera à une relation de patron salarié. Donc, ce parcours de vente, il est stratégique. Ce qu'on aime beaucoup répéter dans Road to OBM, la communauté gratuite, ou dans OBM Squad, c'est si tu leads pas, si c'est pas toi qui guide la relation et donc ce fameux parcours de vente dès le départ, bah finalement c'est le client qui va te c'est ça. C'est exactement ce que tu expliques avec cette posture d'exécutante, ou alors si on prend tout de suite cette posture de non, c'est moi qui vais guider ce parcours de vente. Et c'est ça. Bien sûr, et on doit prendre le lead tout de suite sur la relation. C'est stratégique de vraiment prendre le lead sur la relation, prendre la bonne posture avant même que le client soit un client, c'est-à-dire avant même qu'il ait signé. Parce que c'est la posture que tu vas avoir pendant tout ce processus-là qui va déterminer la nature de la relation plus tard. Et c'est pour ça, d'où l'importance, et ça c'est pas quelque chose d'inné, en particulier pour les OBM et les assistantes virtuelles, donc c'est quelque chose qui se travaille, et c'est quelque chose qu'on veut faire de façon stratégique, reproductible et efficace. Donc c'est quelque chose pour lequel on a besoin d'un système. Parce que si on n'a pas d'un système, à chaque fois on réinvente la roue. On réinvente, on part en freestyle. Donc, ce parcours de vente, c'est un système à part entière, et c'est le deuxième système indispensable pour une OBM. C'est ça. Troisième système indispensable, troisième et dernier, même si on a dit qu'il y avait beaucoup d'autres systèmes, le fameux système pour délivrer ses clients. Donc on a converti cette opportunité qu'on a choisi de transformer en client. Maintenant, il nous reste à délivrer notre service. Yes. Qu'est-ce qu'on a dans ce système de delivery? Eh bien là, il nous faut déjà un système pour démarrer la relation au mieux. Puisque par expérience, vraiment, la façon dont on démarre la relation, c'est-à-dire l'onboarding, va déterminer la satisfaction du client sur le long terme. Si d'entrée, et c'est vrai, et ça on peut le vérifier, on peut le valider, même nous dans nos comportements d'achat et dans notre comportement dans les relations qu'on peut avoir avec d'autres prestataires, même dans notre vie perso, pas forcément dans le business. Quand t'as une expérience dès l'onboarding qui te donne confiance, qui est satisfaisante et que tu dis ok, et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, si c'est pas toi qui guide le client, alors le client sera obligé de te guider. Bien là, c'est exactement ça. Si tout de suite d'entrée le client il sent que ok, non là il est guidé, il sait où il va, il a fait le bon choix, tu lui donnes tout de suite confiance. C'est clair, les étapes sont bien claires pour tout le monde, on sait où on va, on sait comment on avance, on sait les milestones, les jalons qu'on se fixe sur le long du chemin. Et bien là, tout de suite, il va lâcher la pression. Parce qu'il faut vraiment comprendre que quand on achète quelque chose, au-delà du fait de vous donner de l'argent ou quoi que ce soit, avant tout ce qu'on prend, c'est un risque. Et donc quand on prend un risque, il y a une tension qui se crée. Et donc le fait que tout de suite, une fois que ce risque a été pris, on est rassuré tout de suite, eh bien, c'est là que on peut faire descendre la tension. La jauge de tension redescend. Et le client, ce qu'il va se rappeler, surtout, c'est de cette première expérience. Et c'est pour ça que, vraiment par expérience, la façon dont on aborde cet onboarding va déterminer la nature de la relation aussi, mais surtout, à terme, de la satisfaction du client. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand un client achète quelque chose, c'est que le client, il a plein de problèmes dans sa vie, que ce soit perso ou dans son business. Et quand il se décide, ok, là, le problème que vous résolvez en tant qu'OBM, je me décide à le résoudre maintenant, en gros, c'est sur une fenêtre de 2 semaines à 1 mois, il se focalise sur ce problème pour trouver quelqu'un qui va l'aider à le résoudre. Et une fois qu'il a trouvé quelqu'un, en fait, il passe à autre chose parce qu'il a d'autres problèmes à résoudre dans sa vie d'entrepreneur. Donc si tout de suite, d'entrée, dès qu'il a pris la décision, il se rend compte que il a des premiers signaux qui lui montrent qu'il a pris la bonne décision, bon bah maintenant il fait confiance et il passe à autre chose. Et c'est là justement qui vous laisse un peu le champ libre et carte blanche, et que vous avez juste à garder cette confiance en fait, à pas la détruire cette confiance. Alors que on a déjà eu plein de fois l'expérience, même en travaillant avec des freelances, quand, ok, tu choisis quelqu'un, tu vas travailler avec quelqu'un, etc., et que derrière, une fois que tu as signé le devis, tu sais plus ce qui se passe, quoi. Ouais. Bon, bah, tout de suite, tu dis, là, tu dis, oh là là, il faut que je reprenne le lead, parce que. Voilà, c'est ça. Donc, c'est toi qui oublies, c'est toi, en fait. voilà.
c'est toi qui es obligé de reprendre le lead. Et quand tu reprends le lead dès le début, en fait, tu le lâches plus derrière parce que tu sais, peu importe, même si la personne, elle est experte dans son domaine, même si elle fait bien son boulot, derrière toi, la confiance, en fait, que t'as réussi, la personne, la confiance qu'elle a réussi à générer en faisant en sorte que toi, tu fasses appel à elle et que tu signes avec elle, et bien, tout de suite, elle l'a perdu. Et la confiance, comme on dit même dans la vie privée, tu peux, on peut recoller les morceaux, mais ça tiendra jamais comme avant, en fait. Tu vois? Et ben là, c'est vrai pareil dans une relation business. C'est-à-dire que, à partir du moment où, dans le business, un prestataire ou un partenaire a brisé la confiance, même si on recolle les morceaux, ça tiendra plus jamais comme avant. Tu seras toujours méfiant et tu voudras toujours, voilà. Donc ça, c'est indispensable d'avoir un système déjà pour onboarder ses clients au mieux. Et d'ailleurs, nous, dans OBM Squad, on montre aux filles comment faire en sorte que cet onboarding soit packagé dans une offre à part entière. Parce que justement, on veut minimiser le risque. Parce que ce qu'il faut comprendre sur cette notion de risque qui est vraiment importante, c'est que personne va vous donner les clés de la boutique et du business alors qu'il vous connaît pas ni dev ni dada, en fait. Il n'y a pas de confiance. Il vous a trouvé sur Instagram ou vous l'avez démarché, etc. Voilà, lui, il a besoin d'avoir confiance. Et c'est pour ça, bien souvent, que au début, c'est difficile de vraiment facturer les prestations à leur juste valeur, puisque le client n'a pas confiance en vous, de toute façon. Donc, il voit pas la valeur encore. Vous n'avez pas eu l'opportunité de montrer votre expertise. Et donc, cette première phase d'onboarding, nous, en tout cas, c'est la façon dont on fonctionne. Après, il y a plein d'autres façons de fonctionner, sans doute. Tout simplement, nous, on la package dans une offre à part entière pour montrer justement au client que, OK, le risque, on a réduit le risque, il est passé à l'action, maintenant, voilà, on a démontré notre expertise. C'est ça. Premier résultat, première expérience. Si on peut travailler ensemble. Et ça, finalement, c'est bénéfique aux deux. C'est bénéfique pour le client parce que il a pas confiance au début et puis ça lui permet de tester un petit peu, voir comment ça fonctionne en bossant avec nous. Et c'est bénéfique pour nous aussi parce que, parfois, pendant ce parcours de vente, donc le système numéro 2, on se rend compte que, a priori, ça peut être un bon fit. On se sent de travailler avec ce client et puis, en travaillant concrètement, réellement avec lui, on se rend compte que, non, il y a des choses qui vont pas. Donc, c'est bénéfique pour les deux. Ça permet de, commencer une relation sur du court terme et de voir si ça le fait ou pas et si on a envie d'avancer ensuite plus sur du long terme. Mais bon, on aura l'occasion, je pense, d'en faire encore un épisode complet sur comment créer une échelle de valeur. Il y a plein de choses à évoquer sur tous ces sujets. Mais pour finir sur ce troisième système, derrière, en réalité, ce qu'il faut, donc là, on a parlé de la première étape de cette partie delivery qui est l'onboarding, mais c'est vrai aussi pour la suite. Ce qu'il faut avant tout, en réalité, donc ce système, en fin de compte, derrière ce système, ce qu'il faut, en tant qu'OBM, c'est une méthode de travail. C'est une méthode de travail. Et qu'est-ce que c'est qu'une méthode? Une méthode, c'est un moyen d'obtenir un résultat de façon standardisée pour qu'on puisse ensuite, entre guillemets, l'industrialiser. Et c'est souvent cet aspect-là et ce concept-là qui fait peur aux assistantes virtuelles et aux OBM, aux Online Business Managers, puisque bien souvent, c'est des personnes qui aiment bien faire beaucoup de choses. Elles sont multipotentielles, elles s'appellent elles-mêmes couteau suisse, polyvalentes, etc. Et donc, dès que tu commences à leur parler non, il faut que tu systématises ton approche, il faut que tu aies ta propre méthode, il faut que, voilà. Elles prennent peur, elles disent ouais mais moi j'ai pas envie de faire tout le temps la même chose, je vais m'ennuyer, etc., etc. Et c'est là qu'il faut vraiment comprendre ce qu'est un système et que justement un système permet vraiment d'exécuter de la façon, je me répète, la plus stratégique, reproductible et efficace possible tout ce qui a peu de valeur ajoutée pour pouvoir justement se concentrer et personnaliser un maximum ce qui a beaucoup de valeur ajoutée. Par exemple, dans ce qu'on fait nous avec OBM Squad, dans les premiers moments qu'elles partagent avec leurs clients, on leur conseille de passer un maximum de temps en one-to-one avec leurs clients, parce que c'est là qu'elles ont le plus de valeur ajoutée. Et tout le reste, en réalité, ça peut être un système, parce que c'est pas vraiment important. C'est leur sauce à elles. Donc c'est standardisé, c'est industrialisé. Mais là où elles vont avoir le plus de valeur ajoutée, c'est justement dans le fait de bâtir cette relation avec leurs clients, puisqu'elles sont censées devenir le bras droit du client. Donc c'est avant tout une relation. Donc pour pouvoir bâtir une relation avec quelqu'un, c'est pas à travers un formulaire, c'est pas à travers un espace Notion, c'est pas à travers je sais pas quoi, c'est en one-to-one en discutant. Mais ça, elles ne peuvent le faire que parce que derrière, elles ont standardisé leur approche, elles ont systématisé la façon dont elles travaillent pour pouvoir justement avoir le temps d'avoir ces moments d'échange avec leurs clients. Et c'est ça, je veux dire, la notion de temps, elle est importante parce que
Le fait d'avoir standardisé leur permet d'avoir ce temps de qualité et pas du temps un peu bâclé. C'est ça. Parce qu'on se dit finalement, il y a aussi cette notion, on se dit plus on va passer de temps en one-one, moins on va être rentable, ou etc. Et ça. Alors que non, en fait, ce temps-là, vraiment où on a c'est le plus rentable avec son client, c'est le plus rentable parce que c'est celui-ci qui va permettre de créer de la connexion et de créer une expérience client vraiment unique finalement. Et puis démontrer son expertise surtout. Pouvoir facturer plus cher aussi parce que forcément quand on est en lien avec un expert, avec la personne en elle-même, on est plus à même de mettre un prix plus élevé que si on a juste des formulaires à remplir ou si tout est automatisé, on n'a pas de lien en direct avec la personne. Exactement. Donc il faut absolument une approche standardisée pour qu'on puisse derrière systématiser, industrialiser. Pour pouvoir justement se focaliser sur ce qu'on appelle le dernier kilomètre, où là on va pouvoir personnaliser un max. Et ce concept, j'ai envie de dire, il existe. Tu vois, cette peur de se dire non mais si je fais ça, si j'ai une méthode, si je standardise, si j'ai un système pour délivrer mes services, ça sera pas personnalisé pour mon client. Personnaliser, ça veut pas dire réinventer la roue à chaque fois. Tu vois, personnaliser, ça veut pas dire repartir from scratch à chaque fois. Parce que en fait, c'est là qu'aujourd'hui la plupart fonctionnent comme ça. Et justement, ce qu'on a dit tout à l'heure, dans un business, c'est un système. Et si t'as pas de système, t'as pas de business. Donc si à chaque fois, pour chaque client, tu réinventes la roue et tu repars de zéro et tu t'adaptes aux besoins du client parce que t'as pas de méthode, eh bien ça revient en fait à créer un business, à recréer un business à chaque nouveau client. Et tu développes pas un business en faisant ça. Donc, et en plus cette peur, elle est infondée parce que autour de nous, c'est ce qui se passe déjà dans énormément de choses dans lesquelles on utilise. Aujourd'hui, on a l'impression que tout est personnalisé pour nous. Tu vas sur Google, tes recherches, elles sont personnalisées, les résultats sont personnalisés. Tu vas sur Amazon, tout est personnalisé. Enfin, tu vois, aujourd'hui, la plupart des services qu'on utilise, ils sont personnalisés. Alors que ça a jamais été autant standardisé et industrialisé. Parce que Google, par exemple, t'as pas un serveur dédié à toi dans un coin, tu vois. Google, ils ont des serveurs, c'est standardisé, leur software il est standardisé, la façon dont quand tu fais une requête, la façon dont ça fonctionne, c'est standardisé, c'est la même chose pour tout le monde. Le back office, on va dire, tout est standardisé au possible. Tu peux pas standardiser plus que ça et industrialiser plus que ça. Mais par contre, le dernier kilomètre, le front, eh bien, il est personnalisé au max. Et c'est vraiment ce schéma de pensée qu'il faut avoir en tant qu'OBM, mais c'est vrai aussi pour les autres prestataires de services. C'est-à-dire qu'on veut une méthode qui soit standard, industrialisable, systématisable, pour justement pouvoir faire ce dernier kilomètre qui va apporter le maximum de valeur ajoutée et qui sera archi personnalisé. Et finalement, c'est le job d'une OBM de le faire dans son business et ensuite d'aider son client à le faire aussi, parce qu'on entend souvent dans les positionnements, je t'ai gagné du temps, etc., pour te concentrer sur ta zone de génie. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un coach, beaucoup d'OBM qui travaillent avec les coachs, les formateurs, la zone de génie, généralement, ce qu'aiment faire les coachs, c'est être en face de leurs clients pour les coacher. Tout le reste, ça fait partie du business, pour faire tourner le business, mais c'est des mal nécessaires. C'est mal nécessaire. Et donc, le rôle d'une OBM, quand elle intègre un business, c'est justement d'aller standardiser, d'aller systématiser tout ce qui se passe avant pour que ce fameux coach, pour reprendre l'exemple, il ait le temps de se concentrer à son client, de personnaliser la relation avec son client pour donner le meilleur de lui-même pendant ces fameuses séances de coaching, pour qu'il ait du temps pour travailler sur son business. Donc, c'est hyper important, en fait, qu'elles le mettent d'abord en place dans leur système, dans leur business, pour pouvoir ensuite aider leurs clients à le faire. C'est un peu particulier ça fait un peu Inception pour les OBM parce que justement, les OBM doivent développer des systèmes pour mettre en place des systèmes. Donc ça fait un peu en mode Inception. Et donc, pour pouvoir faire ça, tout simplement, ce qu'il suffit de faire, c'est d'avoir des systèmes clés en main, en fait, qu'on va mettre en place pour chacun des clients, en fait. Mais et qu'on va personnaliser. On va standardiser et on va personnaliser le dernier kilomètre. Exactement. Pour donner un exemple, c'est ça. Ce qu'on faisait avant, et ça, c'est des produits qu'on vendait avant sur Notion, un espace client, eh bien, tu vas pas recréer from scratch un espace client Notion pour chacun de tes clients. C'est un template qui est standardisé parce que ton process il est standardisé. Une méthode. Donc tu peux, t'as une méthode de travail. Et donc du coup, quand t'as un nouveau client, t'as plus qu'à cliquer sur créer un nouveau template.
Et par contre, le dernier kilomètre, bah, tu vas changer la bannière de l'espace Notion avec le logo du client. Et ça fait son effet. Parce que moi, je me rappelle quand je faisais du one-to-one. C'est ça. Aux particularités tu vas le personnaliser du client en question. C'est ça. Et tu vas tout simplement... Le cœur du réacteur a été standardisé. Tu vas personnaliser juste la charte graphique et le client va être content, il va avoir l'impression que c'est archi personnalisé. Et moi, j'ai déjà eu le cas, quand je faisais du one-to-one avant, tu m'avais créé un magnifique espace de delivery Notion. Et bien, à chaque fois, les clients, il y avait cet effet waouh dans l'onboarding. Ah, c'est sympa, t'as mis mon logo. Ah, c'est sympa, t'as mis ma bannière. Et je me sens chez moi, tu vois. Donc, c'est tout bête. Mais derrière, là, il y avait 99% du process qui était industrialisé, standardisé. C'est-à-dire, en gros, l'espace Notion, c'était le même pour tous mes clients. Par contre, j'avais juste à changer juste le logo, l'icône et la bannière. Était le même. Voilà. Pour que le client se dise, ah, là, j'ai pris la bonne décision, c'est archi personnalisé, etc. Ok? Donc, c'est vraiment important, ça, de penser système et de se dire aussi que dans la façon dont je délivre mes prestations, j'ai besoin de système. Et j'ai besoin d'une approche systématique, donc une méthode. Voilà. Donc, ça, c'est le troisième système indispensable pour une OBM. Dans quel ordre, d'après toi, est-ce qu'il faut implémenter tous ces systèmes? Bah, déjà, avant de se lancer à implémenter quoi que ce soit, n'importe lequel de ces trois systèmes qu'on vient de voir, ce qu'il faut, des systèmes, il faut que ça repose sur des fondations solides. Donc, avant même de commencer à se dire comment je vais attirer des clients, comment je vais les vendre et comment je vais délivrer, il faut commencer à se poser la question, c'est pas le thème de l'épisode aujourd'hui, mais à qui je m'adresse, qu'est-ce que ces personnes veulent, qu'est-ce qui les en empêche, qu'est-ce que je fais pour eux, comment je communique tout ça. Donc, les fondations d'un business. Donc, en gros, votre niche, votre message votre niche, votre offre et votre message. Donc, avant même d'avoir une version minimum viable de tout ça, une première version viable de tout ça, la priorité, c'est de le faire. C'est pas de mettre en place des systèmes. Donc, ça, c'est un point important. Une fois qu'on a ces fondations claires, eh bien, la méthode que nous, on utilise, alors pour nos clients consulting, mais aussi qu'on transmet à nos clientes OBM, c'est qu'on veut prioriser ce qui est le plus proche des revenus. Voilà. Ouais, donc c'est bien souvent pour ça qu'on va commencer par mettre en place un système de vente et un système d'onboarding. Puisque, comme on vient de le dire, même si on n'a pas d'opportunités, qu'on a très peu d'opportunités, bon bah on veut quand même un système pour convertir le peu d'opportunités qu'on a en clients. Et si on arrive à signer des clients, on veut commencer la relation du bon pied. Donc on veut commencer par mettre en place un système d'onboarding avant de commencer à mettre en place un système de recommandation, par exemple. Non, la priorité, c'est de bien onboarder le client et ensuite de bâtir à partir de là. Donc, vraiment de commencer par ce qui est le plus proche des revenus. Ouais. Ça, c'est une erreur qu'on peut voir chez les gens de tout secteur, mais tu sais, qui sont très bons en marketing. Ils vont se concentrer d'abord sur un système marketing qui va apporter beaucoup de résultats parce qu'ils sont bons, c'est des bons marketeurs, sans avoir d'abord travaillé le système de vente et le système de delivery, ce qui fait qu'en fait, ils ramènent beaucoup de leads, beaucoup d'opportunités. Ça rentre dans le tunnel et derrière. Bah, c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui ont... Ça fait effet boule de neige et ça tue un business aussi. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui ont des grosses audiences mais qui n'ont pas un euro. Ouais. Parce que un business, c'est un ensemble de sous-systèmes. Et si t'as qu'un seul système mais qu'il t'en manque d'autres, bon bah t'as pas de business en fait. Si tu peux avoir un très bon système marketing, si t'as pas un système pour vendre, bon bah au final t'as pas d'euros qui rentrent sur le compte. Donc effectivement. C'est pour ça que comme on disait tout à l'heure, la priorité vraiment c'est focalisez-vous sur du marketing court terme pour trouver vos premiers clients. Bah, priorité déjà c'est les fondations. Les fondations. Ouais, les fondations. Parce que il faut comprendre que si tes fondations sont pas au clair, tu peux pas faire de marketing sans fondation. Si tes fondations sont pas au clair, en gros, le piège dans lequel il faut pas tomber, c'est de se dire, OK, vu que j'arrive pas à convertir les opportunités que j'ai autour de moi, je vais aller en générer encore plus. Non, en marketing, ce qui est vrai à petite échelle est vrai à la grande échelle. Si ton offre, elle plaît pas aujourd'hui à petite échelle, ça sert à rien d'aller faire du marketing à grande échelle, puisque le résultat va être le même. Donc, déjà, le premier point de départ, c'est les fondations. Est-ce que déjà, le peu d'opportunités que j'ai autour de moi, je suis capable de transformer ces opportunités en clients. Une fois que ça c'est validé, court terme, là, long terme qui fonctionne pas, c'est les fondations qui. C'est ça. C'est quelque chose dans les fondations qui est bancal et qu'il faut revoir. Il n'y a jamais de problème de système marketing. Il y a que des problèmes d'offres et de fondations. Donc ça c'est la première chose. Mais ensuite voilà, pour répondre à la question de dans quel ordre faut implémenter tous ces systèmes, on veut prioriser ce qui est le plus proche des revenus. Donc bien souvent ça va être le système de vente et l'onboarding. Qu'est-ce qui se passe pour que le client signe? Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a signé? Ça sert à rien de mettre en place des systèmes marketing si le système de vente est bancal.
Donc c'est pour ça que voilà, comme je disais tout à l'heure, dans BM Squad, la première chose qu'on fait une fois que les fondations sont à peu près au clair, qu'on a une première version qui est viable, c'est mettre en place le parcours de vente. Et la première chose qu'on leur recommande de faire avec leurs clients, c'est de délivrer ce qu'on appelle, nous, une offre intensive, qui est, au fin de compte, un onboarding. Voilà. Donc, pour récapituler, hyper important, avoir des fondations solides. Et ça, voilà. Souvent, de toute façon, quand vous lancez dans du marketing et que ça fonctionne pas, c'est chiant, c'est long parfois, mais il faut revenir sur ces fondations. C'est clair. Ensuite, trouver ses premiers clients, mettre en place son parcours de vente, mettre en place son système de delivery. Et une fois que ça, on a le minimum viable, en tout cas, parce qu'après, il y a toujours possibilité d'optimiser. On peut se lancer dans du marketing. Toujours, on n'oublie pas le court terme. On peut commencer éventuellement du marketing long terme pour que, voilà, toutes les opportunités qui sont générées via le marketing rentrent dans un tunnel et que le client soit satisfait. Vraiment un processus, un parcours qui soit clair, cohérent, reproductible. Et ensuite seulement, on peut se permettre de commencer à optimiser. C'est ça, à itérer. Parce que, en fait, pour finir là-dessus, ce qui est important, c'est que pour un système, pour pouvoir l'itérer, il lui faut des inputs. Et il y a beaucoup trop de gens qui essayent d'optimiser des systèmes alors qu'ils n'ont pas d'input. Alors, combien de personnes, par exemple, essayent d'optimiser leur site web, qui est un système? Ils optimisent leur système, mais ils se basent sur quoi? Puisqu'ils n'ont pas d'input, ils n'ont pas de trafic. Donc, c'est pour ça que faire son site web alors qu'on n'a pas de trafic, c'est inutile. Parce que on va pas pouvoir améliorer le système. On sait pas ce qui fonctionne, on sait pas ce qui va vraiment, quels paramètres changer, et donc on perd du temps, en gros. Voilà. Donc voilà. On s'en occuper, mais c'est ça. On réfléchit pas réellement. Ça, comme j'aime bien répéter souvent, c'est pas parce que ça nous est agréable que c'est utile. Et donc le système aussi, c'est bien souvent, et c'est là dans le piège dans lequel il faut pas tomber. Un système, ça reste un outil, et la valeur d'un outil, elle réside uniquement dans ce qu'il te permet de faire. C'est pas une fin en soi, l'outil. Donc, optimiser un système, c'est pas une fin en soi. Ce qui compte, c'est l'output de ce système. Donc, c'est pas parce que ça t'est agréable de optimiser un système que c'est vraiment utile. Et donc, bien souvent, c'est un moyen d'éviter de faire ce qui est vraiment important aussi. Donc, il faut être stratégique, reproductible et efficace. Et c'est pas parce que c'est reproductible et efficace que c'est stratégique. Donc, ça, c'est important à avoir. Vraiment un triptyque. Ouais. C'est ça. Ok? Top. Bon, la suite au prochain épisode. Allez, let's go. J'espère que cet épisode t'a plu. Si toi aussi tu souhaites développer ton business d'OBM pour t'épanouir professionnellement et financièrement, clique tout de suite sur le lien en description. Sam t'a préparé un atelier vidéo pour t'expliquer les 3 changements que les assistantes virtuelles et les online business managers doivent effectuer afin d'être reconnus pour leur expertise et rémunérés à leur juste valeur. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Road to OBM.